Bonjour tout le monde. Mon nom est Jacques Brisson. Je suis le président de la Société québécoise de phytotechnologie. Et au nom de mes collègues du conseil d'administration, je vous souhaite la bienvenue à notre série de webinaires en phytotechnologie. On est content d'avoir parmi vous de nombreux fidèles qui assistent à nos webinaires depuis qu'on a installé ce programme-là plus tôt cette année. Et les mots d'éloge qu'on reçoit de beaucoup d'entre vous, ça nous fait chaud au cœur, puis ça témoigne de l'intérêt des phytotechnologies et de la qualité des présentations qu'on a sélectionnées pour vous. Le webinaire d'aujourd'hui ne fera pas exception à ça. Ça va porter sur les haies brise-vent. Alors imaginez non seulement une phytotechnologie qui protège contre l'érosion des sols ou qui contribue à l'isolation des bâtiments, mais une phytotechnologie qui a un véritable potentiel de sauver des vies humaines. Et ce n'est pas exagéré, parce que c'est en améliorant grandement la sécurité routière que les haies brise-vent peuvent remplir cette fonction. Notre conférencier d'aujourd'hui, que je vais présenter dans quelques minutes, est l'expert sur le sujet au Québec. J'ai souhaité la bienvenue à nos habitués, mais je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Et je vais dire quelques mots sur ce qu'est la Société québécoise de phytotechnologie, ou la SQP, comme on l'appelle, pour ceux d'entre vous qui sont moins familiers avec notre organisme. La SQP, c'est une société à but non lucratif dont la mission est de faire la promotion des phytotechnologies, c'est-à-dire de l'utilisation des plantes pour solutionner des problèmes environnementaux comme épurer l'air, épurer l'eau, le sol, contrôler l'érosion ou le ruissellement, ou restaurer des sites dégradés. Les phytotechnologies, ça inclut les marais filtrants, les toits et les murs végétalisés, les jardins de pluie, la phytorémédiation des sols contaminés, les bandes riveraines, puis, bien sûr, évidemment, notre sujet d'aujourd'hui, les haies brise-vent. Pour remplir sa mission, la SQP, on produit des documents ou des fiches techniques, on offre des bourses aux étudiants qui œuvrent dans le domaine et, de plus en plus, COVID oblige, on organise des événements virtuels, des événements à distance comme des visites virtuelles et des webinaires gratuits. On organise aussi un colloque annuel qui comporte des conférences, des remises de prix, l'Assemblée générale annuelle des membres et des activités de réseautage. Et cette année, notre colloque va être d'une demi-journée et va avoir lieu entièrement à distance, donc ça va être un colloque virtuel, le jeudi 6 mai prochain en après-midi. Alors, mettez ça à votre agenda. Il y a des annonces qui vont être faites bientôt à ce sujet, mais si vous voulez en savoir plus nos activités, sur nos prochains webinaires, si vous voulez obtenir des informations sur les phytotechnologies, ou si vous voulez visionner nos webinaires passés parce que vous les avez manqués, je vous invite à visiter notre site web www.phytotechno.com. Vous pouvez aussi supporter nos activités en devenant membre de la SQP, puis je vais revenir sur ce point-là après le webinaire d'aujourd'hui. Tous les membres du conseil d'administration de la SQP sont des bénévoles, mais pour maintenir nos activités, pour maintenir le site web de la SQP, pour la gestion, pour remplir sa mission, ça prend un support financier de commanditaires et l'organisation d'un webinaire gratuit comme celui d'aujourd'hui n'aurait pas été possible sans le support exceptionnel de notre partenaire officiel, Ramea Phytotechnologies, et de nos partenaires permanents, Rousseau-Lefebvre et Membrane Hydrotech. Alors, nous leur en sommes vraiment grandement reconnaissants, puis c'est grâce à eux que la SQP peut vraiment remplir sa mission. Venons-en maintenant à notre webinaire d'aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que la SQP fait appel à notre conférencier, M. André Vézina. André, peut peut-être allumer ta caméra. André Vézina est vraiment un incontournable quand vient le temps de parler des haies brise-vent. D'ailleurs, il a été un des tout premiers, je lui ai rappelé de ça juste auparavant, il a été un des tout premiers conférenciers du colloque fondateur de la SQP en 2007. En fait, André, c'est depuis 1985 qu'il œuvre au développement des haies brise-vent et des bandes riveraines dans l'Est du Canada, en réalisant une centaine de publications et d'exposés, en supervisant près de 1000 projets de plantation et en collaborant à plusieurs études scientifiques sur le sujet.
André est titulaire d'un baccalauréat en génie forestier et d'une maîtrise en aménagement forestier. Puis depuis 2008, il est aussi chargé de projet en agroforesterie chez Bioptère, c'est-à-dire le Centre de développement sur les bioproduits. Avant de lui céder la parole, je vais vous informer qu'à la fin de la présentation, là, je vois que notre diapo d'accueil n'était pas tout à fait mis à jour. À la fin de la présentation, il va y avoir une courte période où André pourra répondre à certaines de vos questions. Mais si vous avez des questions, on vous invite pendant sa présentation à les écrire en choisissant l'option questions et réponses en bas de la fenêtre principale. Puis, à la fin de sa présentation, moi, je vais choisir certaines des questions et les transmettre à André qui va pouvoir y répondre. Bon, alors, voilà comment ça va fonctionner là, pour la période de questions. André, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La parole est à toi. Tu peux partager ton écran, puis faire ta présentation. Excusez-moi. C'est juste en tassant ça. Excusez-moi, je vais me mettre. Bon, merci Jacques. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce matin. C'est drôle de faire une conférence dans son foyer, mais c'est quand même intéressant de pouvoir vous rejoindre. Là, je ne vous vois pas. Je ne pourrais pas savoir si vous trouvez ça intéressant ou pas, mais j'espère que le prochain 45 minutes sera à vous plaire. Le plan de mon exposé d'aujourd'hui, on va dresser un historique très rapide de l'utilisation des haies brise-vent au Québec. On va parler du potentiel d'utilisation, beaucoup d'ailleurs, des critères d'efficacité, de l'implantation, d'entretien et des coûts. Les premiers brise-vents, le premier réseau de haies qui est installé au Québec, là, je vous dirais que c'est dans la région de Lanaudière. Puis c'était pour protéger les cultures de tabac, parce que le tabac, c'est une culture très sensible au vent. Les cultures de tabac, dans ce coin-là, n'existent quasiment plus, mais les haies brise-vent, il y en a plusieurs qui sont encore là. Ce qu'on a plutôt assisté, en fait, dans tout le monde de l'agriculture industrielle, ça a été plutôt le déboisement des terres pour agrandir les superficies cultivées. Ici, on est en plaine de Saint-Hyacinthe. J'ai déjà compté maintenant 27 km sans aucun arbre, sinon quelques ormes d'Amérique qui avaient de la misère. Ça crée des problèmes d'érosion des sols légers. On voit ici les sols sableux dans la région de Nicolette et dans les terres noires ici, en Montérégie, c'était vraiment un problème très important. On estime les pertes de sol par le vent à chaque année à 1 cm. Si aucune mesure de conservation n'est prise, les sols organiques sont appelés à disparaître d'ici 50 ans. Ça, c'est moi qui le dis, c'est Jean Caron, qui a une chaire de recherche à l'Université Laval sur les terres noires. Donc, c'est un peu pour ça qu'on est intervenu, nous, au début, là, la réduction de l'érosion éolienne. Mais il y avait également, au fil des années, depuis 1984, il y a d'autres facteurs qui ont été considérés, comme l'augmentation des rendements des cultures, la protection des bâtiments et des animaux d'élevage, la protection des routes, la biodiversité, les paysages et les productions secondaires dont on va parler. Ça, c'est le premier brise-vent que j'ai installé. J'étais alors très jeune à l'époque, chez Patrick Van Winden dans les Terres Noires. Comme je disais, il y avait une problématique importante qui était déjà soulevée en 1986. Puis le MACPAC, le ministère de l'Agriculture, a commencé à subventionner l'implantation de haies. Je me souviendrai toujours de ce premier brise-vent-là. Quand on a eu fini de planter, le producteur m'a dit, c'est ça que vous avez planté. En fait, c'était des plançons puis des boutures de saule, les plançons de peuplier et boutures de saule parce qu'on voulait que ça pousse vite, ça protège rapidement. Ça faisait pas vert comme on fait d'habitude quand on a un ouvrage de végétalisation, mais 2 ans après, ça ressemblait à ça. Donc, on voit ici un champ de céleri qui est protégé par la haie. Puis si on regarde au travers de la haie, de l'autre côté, ça c'était en début juin, le champ, il y avait une tempête de vent, puis de l'autre côté, il n'était pas protégé. Puis on voit ce que ça donne quand c'est pas protégé. Donc, c'était quand même quelque chose qui nous a permis de... C'était un bel exemple de comment les brise-vents peuvent être utiles. Les brise-vents peuvent être tellement utiles pour la protection des cultures. Ici, vous avez un champ de maïs, puis on voit que le maïs, près du brise-vent, il fait plus chaud, donc il vient à maturité plus rapidement. Vous avez un des principaux aspects qui fait que les brise-vents protègent les cultures, c'est la réduction des bris mécaniques aux feuilles, aux fleurs et aux fruits. Ça, c'est vraiment très important. Vous avez l'aspect pollinisation
qui est également très, très important, en tout cas particulièrement certaines cultures comme le bleuet, j'en mentionne une au hasard. Les abeilles travaillent beaucoup mieux à l'abri du vent qu'en plein vent. Puis aussi, le fait qu'il soit plus chaud, ils vont commencer à travailler plus de bonne heure le matin. L'aspect de la neige, très important pour les cultures pérennes. Je pense aux cultures de luzerne, les cultures de blé d'automne. Ça prend une couverture de neige, puis on voit un impact. Les fraises, ça prend une couverture de neige pour une protection avec la neige. Donc, les brise-vents peuvent trapper la neige qui autrement serait balayée par les vents. Ici, vous avez des études au Québec qui ont été effectuées sur les haies brise-vents, puis on voit que, en général, ça augmente les rendements. Ce n'est pas toujours le cas. Je cite ici une étude qu'on a faite avec, qu'on a publication avec David Rivet dans Montérégie sur 3 ans, en 3 sites différents, une étude quand même assez sérieuse, puis on s'aperçoit qu'on n'a pas eu d'augmentation de rendement. Par contre, au lac Saint-Jean, climat plus frais, rendement moins élevé, on a eu des augmentations de rendement dans le maïs. Tout ça pour vous dire que les variations de rendement peuvent varier d'une saison à l'autre. J'y reviendrai tantôt. Vous avez ici une figure qui représente une haie brise-vent, les variations de rendement en bordure de la haie, en fait, dans le champ. Ce que vous remarquez, d'abord, la haie brise-vent est située au centre ici. Je n'ai pas ma souris, mais je ne peux pas pointer, alors ça ne va pas bien. Vous avez une zone de rendement plus faible près de la haie. C'est normal, les haies, c'est des végétaux, ça consomme de l'eau, il y a besoin de lumière, donc ça crée de l'ombrage. Puis on a une zone généralement de perte de rendement qui est de 0,5 à une fois la hauteur de la haie. Dans bien des cultures, cette perte de rendement est compensée par un gain en aval de la haie, qui s'étend généralement jusqu'à 10 fois la hauteur de la haie. Donc, retenir ça, c'est assez important parce que des fois, les gens, ce qu'ils voient seulement, c'est la perte de rendement près de la haie, mais ils oublient qu'on a un gain en aval, puis un petit peu en amont. L'impact sur les rendements est variable selon les cultures, selon même les cultivars. Il est variable selon les années, en fonction du climat. Généralement, si vous avez des années très sèches et venteuses, vous avez plus de chances que votre haie brise-vent apporte des gains en rendement. Les haies permettent aussi de réduire la dérive des pesticides. On a de la bonne documentation là-dessus. Puis ça permet aussi, je veux dire, une meilleure efficacité des pulvérisations. Si vous pulvérisez puis ils ventent, votre champ ne sera peut-être pas couvert uniformément, puis ça va conduire finalement à des traitements qui sont moins efficaces. Autour des bâtiments d'élevage, on a beaucoup travaillé dans l'Est du Canada, puis à la fois pour réduire les odeurs, réduire la transmission de pathogènes, réduire les coûts de chauffage, contrôle de l'accumulation de neige, réduction des coûts de climatisation, réduction du volume de poussière, ombrage pour les animaux. Je vais revenir sur la réduction des odeurs. On a fait un projet en 2004 avec Denis Chouanière de la Prime Consumage, puis avec Suzelle Barrington de l'Université McGill. C'est un projet qui visait à évaluer l'impact des haies sur la réduction des odeurs. M. Chouanière était venu me voir, il dit, moi, je sais que vous avez travaillé là-dessus. Moi, j'avais des haies brise-vent matures, mais pas nécessairement à côté des porcheries. Parce que ce qu'on a fait dans ce projet-là, M. Chouanière, ils ont conçu un simulateur d'odeur. On mettait du lisier là-dedans, on envoyait de l'odeur à différentes distances. Il y avait 2 types de haies, des haies de feuillus, des haies de conifères. Puis on déplaçait le simulateur d'odeur, le générateur d'odeur à différentes distances de la haie. Puis de l'autre côté de la haie, il y avait des gens qui sniffaient, parce que le nez, c'est quand même une des meilleures façons pour déterminer les odeurs. Mais on avait aussi on prenait des échantillons d'air qu'on mettait dans des sacs. Au bout de ça, on s'est aperçu que la haie, finalement, elle réduisait la longueur du panache des odeurs d'environ 25 %. Elle réduisait la surface du panache de 33 % du tiers, puis elle diminuait la concentration d'odeur d'environ du tiers. Donc, ça ne brisait pas complètement les odeurs, mais je vais vous dire que ça réduisait souvent en installant des haies, parce qu'on a installé beaucoup autour des bâtiments d'élevage, ça réduit beaucoup les plaintes des voisins, parce qu'ils ne voient pas d'où vient l'odeur. Ça, c'est une chose qui est très récente, un projet auquel je travaille en Beauce. C'est la réduction de la transmission par voie aérosol des pathogènes. Ce qu'on s'est aperçu, les vétérinaires là-bas qui font des suivis de maladies à l'intérieur des porcheries, que les fermes qui étaient entourées d'arbres, il y avait beaucoup moins d'épisodes cliniques d'une maladie. ARPP, c'est un syndrome respiratoire là, qui ressemble à peu près à ce qu'on a avec la COVID, là, mais c'est pour les porcs. Puis il y avait moins de nouvelles souches dans les fermes qui étaient entourées d'arbres.
que je suis allé voir la littérature aux États-Unis. J'ai parlé avec le docteur Arruda, une personne très sympathique. Puis eux sont aperçus effectivement qu'il y avait une réduction des incidences de cette maladie respiratoire-là de 30, 44 et 58% selon que le couvert est herbacé, feuillu ou des arbres à feuilles persistantes. Bon, la réduction des pathogènes pourrait s'expliquer par les mêmes mécanismes que pour la réduction des odeurs. On avait aussi la réduction des coûts de chauffage. C'est pas négligeable parce qu'on peut, selon des études dans le nord-est américain, réduire des coûts de chauffage de 10 à 15%. Juste pour vous donner un exemple, chauffer une porcherie, ça peut coûter jusqu'à 25 000 $ par année. Donc, ça peut être intéressant au point de vue financier pour le producteur. Ça, c'est une haie qu'on a installée ici, peut-être à 5 minutes de chez nous, là, à la Sainte-Louise-des-Aulnay. Puis le producteur était très, très content. Puis c'était pas nécessairement pour la raison que j'avais anticipée au départ. C'était vraiment parce que là, vous voyez, à travers de la haie, vous voyez des bouches de ventilation. Puis ça se remplissait toujours de neige. Puis en installant la haie à une certaine distance du bâtiment, on a réussi à empêcher la neige de rentrer dans les entrées de ventilation. Puis ça pour lui, c'était quelque chose qui parlait pas mal. Il était très satisfait de ça. L'ombrage causé par les arbres peut réduire la température de l'air de 10 à 14 degrés. On peut ainsi réduire les coûts de climatisation. On n'en a pas fait beaucoup au Québec de ça, mais on a eu des demandes pour le faire, particulièrement au niveau des poulaillers dans le sud du Québec, quand il fait très chaud l'été, il y a des fois des épisodes de mortalité. Fait qu'en mettant les arbres du côté ouest, mais là, il faut les mettre très près du bâtiment, ce n'est pas la même stratégie d'implantation. Pour les animaux qui vont encore dehors, ben, c'est important pour d'avoir la réduction du vent permet d'avoir une augmentation en gain en poids et une réduction du taux de mortalité chez les jeunes bouvillons. Pour les vaches laitières, ici, vous avez un producteur bio à Saint-Roch-des-Aulnay, ben, l'ombrage est bénéfique. Par exemple, la production de lait commence à décroître lorsque la température excède 20 degrés Celsius. Pour réduire le bruit, ce n'est pas idéal, mais une haie peut quand même réduire le bruit du tiers le volume de décibels généré par une circulation routière normale. Fait qu'il ne faut pas planter des arbres, disons, on va réduire complètement le bruit, mais ça peut aider. Ça peut être un facteur contributif. Pour les brise-vents autour des routes, je vais vous dire, il y a un grand intérêt actuellement au Québec. J'en fais beaucoup de conseils là-dessus. Il y a des études américaines qui disent que c'est 100 fois moins cher d'attraper la neige avec des brise-vents que le coût pour enlever la neige, là. Sans parler de la sécurité pour le public qui circule sur les routes. On a des exemples de ça quasiment tous les hivers. On a fait une étude à Saint-Alexandre de Kamouraska en 2008 où on a étudié une section qui était protégée par des arbres, la section 11 que vous voyez ici, puis une section 12 qui était en plein vent. Il y avait vraiment des problèmes qui avaient été diagnostiqués par la municipalité. Ce qu'on s'est aperçu dans la section protégée, l'année 2008 a été une année très, beaucoup de neige, là, mais on a déneigé 79 fois dans la section 11, alors que dans la section 12, on a déneigé 112 fois. Donc, vous voyez qu'on a déneigé 30% de moins dans la section qui était protégée. Au niveau de l'épandage aussi, il y a eu 26% de moins d'occasions où on a eu à épandre du sel ou des sels de déglaçage ou du sable. Ça dépend des circonstances. Donc, il y a vraiment un impact important. Puis, ça, par contre, la problématique à ce niveau-là, c'est qu'il faut souvent installer les haies chez les producteurs agricoles. Donc, il faut convaincre ces derniers. Il faut partager avec eux le bien et service environnemental apporté par la haie. C'est-à-dire, si ça nous coûte 1 000 $ de moins parce qu'on installe des haies à chaque année, parce qu'on a moins de frais de déneigement et d'épandage, ben, il faut en donner une partie aux producteurs. C'est ça qui est toujours compliqué à déterminer. C'est très variable selon les secteurs. Ça, c'est en m'en allant travailler souvent tous les matins, je passe à côté d'une plantation de saule qui avait été faite, puis c'est incroyable, l'asphalte n'est pas de neige du tout, puis 200 mètres en amont, où est-ce que la section de route n'est pas protégée, bien, on est toujours c'est très problématique. Souvent, on est dans la neige s'accumule sur la route, ça fait des congères, puis la visibilité est très mauvaise. La biodiversité, je pense que c'est très bien documenté que les haies peuvent apporter, que ce soit en bande riveraine ou en brise-vent, peuvent apporter une biodiversité intéressante. D'ailleurs, il y a plusieurs études qui l'ont montré que la biodiversité était plus grande dans une bande riveraine boisée
arbres, arbustes, par rapport à une bande riveraine herbacée. Ça, c'est un phénomène auquel on s'intéresse parce qu'on cherche toujours à trouver des façons de rentabiliser l'espace perdu par la haie dans le champ. Donc, la quantité de carbone séquestrée par les haies, on a fait une étude sur la côte du Sud avec le CERFO en 2018, puis on s'est aperçu qu'un arbre en haie, c'est des haies de 1 à 3 rangées, là. On avait des peupliers hybrides ici qui séquestraient jusqu'à 2,6 tonnes au bout de 40 ans. Les chênes, on avait 1,8 tonnes, l'épinette 1,5, mélèze aussi 1,5. Fait que si vous calculez qu'actuellement, on peut donner jusqu'à 50 $ la tonne pour puis que vous avez dans une haie, vous avez environ 200 arbres, 250 arbres, ben vous allez chercher quelque chose qui est intéressant qu'on pourrait donner en partie aux producteurs, puis ça pourrait permettre de rentabiliser l'espace perdu par la haie. Ça, c'est un autre truc qui est arrivé récemment, une recherche qui a été effectuée par Louis Drainville de Terreau dans la région de Sainte-Luce. Lui a installé des brisants artificiels pour trapper la neige afin de réalimenter la nappe d'eau de la municipalité de Sainte-Luce. Ces recherches, ils montrent que les brisements, puis c'était des brisements de 1,2 et 1,8 mètres de haut, captent 3-4 fois plus d'eau de fonte potentielle qu'en champ libre. Ce petit réseau de brise-vent qui couvrait 0,4 hectares a permis à la municipalité de Sainte-Luce de cumuler jusqu'à 19 heures d'eau supplémentaire pour ses citoyens. Dans des conditions hivernales à celles de 2018-19, un réseau de brise-vent similaire appliqué sur 16 hectares au sein des 150 hectares dans la zone de captation pourrait offrir une autonomie supplémentaire de 30 jours à la municipalité de Sainte-Luce. Donc, c'est vraiment un facteur qui est nouveau, mais dans le contexte des changements climatiques, nous avons beaucoup de sécheresse aussi dans le Bas-Saint-Laurent ces 4 dernières années. C'est un aspect que on n'avait pas vraiment réfléchi, mais qui est très intéressant. On s'est aussi intéressé à prélever des prélèvements qu'on pourrait faire dans la haie, toujours pour justifier la perte, compenser la perte d'espace cultivable, que ce soit du bois, des fruits ou d'autres biomasses. Sur la ferme à la Pocatière, on a fait un test clonal sur des peupliers hybrides. Puis en 2015, on a récolté, après 35 ans, 177 peupliers. Qui avaient vraiment différents diamètres, différentes hauteurs, mais c'était pas tous les clones qui étaient aussi performants. On a environ 1 mètre cube solide par arbre. 1 mètre cube solide, ici c'est en volume marchand. Ce qui fait qu'on a récolté 45 cordes pour une longueur de 700 mètres. 45 cordes de 8 pieds, pour un revenu brut de 5 300 qui a couvré les défenses. En fait, ce qui coûte pas cher. Ce qui coûte cher, c'est pas nécessairement de couper les arbres, mais c'est de ramasser les branches après. On a réussi quand même, on les a chippées les branches, puis on les a utilisées comme litière pour les animaux. En 2018, j'avais planté ce brisement-là chez un producteur de Saint-Aubert. Puis il a fallu récolter quelques chênes et quelques frênes. Puis ce qui est intéressant, c'est que les accroissements en diamètre au DHP, ça avoisinait 1 cm par année. Puis ce qui m'a rendu très heureux, c'est que le bois qui a été récolté, le producteur l'a fait sécher puis l'a transformé en meuble pour sa maison puis pour ses enfants. Fait que, ça, pour moi, ça a été une grande joie parce que c'est quelque chose qu'on visait souvent éventuellement, c'est que les arbres peuvent être effectivement utilisés pour faire des meubles. On a fait une étude sur des 10 arbustes fruitiers parce qu'il y avait toujours un intérêt de compenser la perte d'espace cultivable. On s'est aperçu qu'il y a certains arbustes qui étaient très intéressants, comme l'aronia noir, qui avait des rendements de 2 à 3 kg par plant, dans une bande riveraine qui n'était pas entretenue. Là. Puis, il y a d'autres espèces qui ont ressorti, comme le viorne trilobé, les rosiers rugueux. Ça a été quand même assez intéressant, mais pas suffisamment. Les producteurs n'ont pas vraiment le temps d'aller ramasser les fruits. On avait formé une coop pour qu'ils puissent ramasser les fruits. La coop, elle s'était aperçue que c'était trop d'ouvrage de se promener d'une haie à l'autre. Fait qu'elle a fait ses propres plantations avec les meilleurs arbustes qu'il y avait dans nos haies, à un seul endroit. Fait que, finalement, ça n'a pas été nécessairement le résultat qu'on escomptait. Mais ça reste que ça fait quand même des haies qui sont intéressantes. Les défis comme je disais, c'est d'avoir plusieurs plantations dans un même secteur pour réduire les coûts fixes de transport et de manutention. Le prix des marchés des produits forestiers non lieux est très fluctuant. Des fois, tu penses qu'on peut se baser sur un prix une année, puis l'année d'après, c'est pas ça du tout. La cueillette mécanisée, ça serait pas mal intéressant pour réduire les coûts de main-d'œuvre.
Puis on pourrait aussi récolter la biomasse quand on va renouveler les haies. Parce que les haies d'arbustes, c'est intéressant, mais au bout de 5, 10, 15 ans, il faut les rabattre. J'en reparler tantôt. La beauté des paysages, écoutez, ça, c'est très variable. Moi, il y a des gens qui me disent qu'ils trouvent ça beau quand ils peuvent voir 5 km sans arbres, là. Ils aiment les grands espaces, alors que d'autres ils trouvent ça très intéressant. Puis ce que je remarque là, après 35-40 ans que j'en fais, au départ, ce n'est pas l'argument que je vais servir aux producteurs ou à la productrice qui veut s'installer des haies. C'est eux-mêmes qui me le disent à un moment donné quand j'y retourne. Hey, c'est vraiment, j'apprécie la beauté de mes paysages. J'apprécie le calme que ça me procure parce que en coupant le vent, bon, c'est plus tranquille. Les principaux freins à l'installation des haies au Québec comme partout dans le monde, c'est la perte d'espace cultivable qui vient en premier. Dans les terres noires, là, comme on parlait tantôt, là, on est rendu avec 50 000 l'hectare. Fait que perdre une bande de 0,5 hectares, ça ne les intéresse pas toujours. Les nuisances aux opérations culturales, ben, vous avez des tracteurs qui coûtent très cher. Fait que quand les branches accotent le tracteur, c'est pas tellement intéressant. Même chose pour les rampes de pulvérisation. Donc, mais il y a des moyens de combler ça, si vous voulez aller à l'encontre de ça en taillant comme il faut les. Plus de travail aussi pour le producteur qui doit procéder à l'entretien. Et l'obstruction des drains, qui est un facteur aussi qui n'est pas négligeable. Puis je vais vous en parler plus spécifiquement parce qu'on a fait une étude là-dessus. Vous avez ici des drains à gauche avant rinçage, après rinçage. On peut voir que c'est des filaments qui sont très petits, puis ça vient obstruer le drain, puis à ce moment-là, ben, le drain ne remplit pas sa fonction. Nous, ce qu'on a fait, parce qu'on voulait vraiment en avoir le cœur net avec ça, on a fait une étude ici dans la région. On a étudié 18 haies différentes. En fait, on avait 6 haies de saule, 6 haies d'épinette et 6 haies de peuplier. Puis on a creusé des tranchées, 2, 6, 9 mètres, à 2, 6 à 9 mètres de chaque haie, 3 transects par haie. 9 haies étaient dans l'argile, 9 haies étaient dans des sols sableux. En fait, c'est Pierre-Manuel Plante, notre étudiant qui a fait une maîtrise avec Anne Vanasse, qui a vraiment été extraordinaire dans ce projet-là. Il fallait creuser on voit en train de creuser les tranchées ici, notre technicien, et Pierre-Manuel. Puis Pierre-Manuel, il fallait qu'il compte. Il y a juste un étudiant à faire ça parce que c'est tellement long, là. Il comptait toutes les racines jusqu'à 1,2 mètres de profond. Donc, c'était un travail de moine. Ce que ça a montré, c'est que le premier item, on s'y attendait. 67% des racines sont concentrées dans le premier 30 cm de sol. C'est là qu'il y a de l'eau et il y a des éléments minéraux en masse. Ce qu'on était un peu surpris, c'est que les densités restantes des saules, c'est des saules arbustifs, et des épinettes à 6 mètres des arbres étaient beaucoup inférieures à celles du peuplier. J'aurais cru que le saule se serait rapproché du peuplier. Puis dans plusieurs cas, à 6 mètres, on n'a même pas observé de racines. Puis à 9 mètres, on a observé des racines dans seulement 2 des 18 sites étudiés. Ce qui nous fait dire qu'en se tenant à 9 mètres des haies, on serait assez confortable dans les sols minéraux. Mon expérience en sol organique montre que ça prendrait un peu plus que 9 mètres parce qu'il n'y a pas beaucoup de résistance que les racines se distribuent dans le champ assez loin dans les sols organiques. Donc, on a observé des racines des fois qui étaient vraiment plus loin que 9 mètres. Les critères qui influencent l'efficacité d'une haie brisement, vous avez la porosité et la hauteur qui sont les deux plus importants. Comme je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, je vais vous parler de ces deux-là. La porosité, c'est quoi? C'est le pourcentage de vide. Quand vous avez un brisement artificiel comme celui-ci, là, vous avez 38 % de vide, donc la porosité, c'est 38 %. Quand vous avez un brise-vent naturel comme cette haie de Trois-Rangées à l'ITA de Saint-Hyacinthe, c'est plus compliqué d'estimer la porosité. Nous, on parle souvent en termes de densité, puis on va dire que c'est un brise-vent qui est très dense. Alors que ce brise-vent ici est tout simplement dense, sur une rangée de conifères. Ce qu'on s'aperçoit, c'est quand le brise-vent est très dense, vous avez la haie qui est située ici à 0, puis le vent qui arrive de la gauche. Vous avez déjà une réduction devant le brise-vent parce qu'il y a une partie de l'écoulement d'air qui est soulevée par-dessus. Le vent, là, on ne le coupe pas, on fait juste le déplacer. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est un fluide. Ça. Fait qu'il y a une partie de l'air qui va passer par-dessus le brise-vent qui va être plus importante quand le brise-vent est très dense. Donc, vous avez une meilleure réduction de la vitesse du vent si le brise-vent est très dense, mais le vent va retomber plus rapidement, ce qui fait que la réduction va s'effectuer sur une moins grande distance. C'est pour ça que nous, on recommande de façon pour couper le vent une porosité d'environ 50 %. Donc, des brisements moyennement denses.
Pour la neige, ben, si vous avez des brisements denses, vous allez avoir beaucoup de neige près du brise-vent. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on recherche. On veut une répartition uniforme de la neige dans le champ. C'est une recherche qui a été faite au Minnesota, qui est souvent citée. Vous avez ici des arbustes, c'était des ormes chinois à l'époque. Là, on monte très loin en arrière. Puis, vous voyez la quantité de neige qui est distribuée derrière la haie. Vous avez quand même beaucoup de... Vous avez des ormes chinois qui faisaient 6 mètres 20 pieds de haut, 6 mètres de haut. Vous avez quand même une bonne répartition de la neige proche de la haie. Par contre, si vous avez des frênes aux 3 mètres, vous avez ici une répartition plus uniforme de la neige dans le champ. Donc, pour les cultures, on va rechercher quelque chose qui va être différent que si c'est pour la protection pour les routes ou les bâtiments. D'ailleurs, j'arrive à parler des modèles de haies en fonction des besoins de protection pour les cultures, les routes et les animaux. Donc, pour les cultures, porosité hivernale environ 50 %, porosité estivale plutôt de 50 %, porosité hivernale de 60 à 70 %. L'espacement entre les rangs, on va chercher quelque chose d'à peu près 3 arpents de large, ça veut dire, il faut que je rajoute. 3 arpents, ça représente à peu près 180 mètres. Non, ça avance plus. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. J'ai fait une erreur. OK. Donc, ici, vous avez un exemple de protection de culture. Vous avez des feuillus aux 2,5 mètres à Saint-Aubert. Ça, c'est le genre de haie qui plaît souvent aux producteurs de céréales et de foin parce que c'est pas trop dense, ça ne nuit pas au séchage des cultures. Puis ça fait une bonne répartition de la neige dans le champ. Ça, c'est au lac Saint-Jean, vos différents exemples. Là, ça a été planté beaucoup trop serré. Je voulais vous le montrer parce que c'est pas chez les bons coups. Mais je me rappelle avoir donné une clinique de taille là, puis les producteurs ont réagi très vite. D'ailleurs, dans la journée même, ils coupaient les arbres. Puis là, vous voyez à ce que ça doit ressembler. Vous avez ici des mélèzes espacées aux 3 mètres. Le problème qu'on avait, c'est qu'on avait, en coupant les épinettes, on se retrouvait avec une seule espèce. Des fois, on va recommander plutôt d'y aller des espèces 2 par 2 si on est pour couper des arbres. Vous avez ici 2 mélèzes, 2 épinettes, 2 chênes. Personnellement, mais je vais vous dire, vous êtes mieux peut-être d'y aller avec un espacement de 3 mètres en partant pour ne pas avoir à couper des arbres après, parce que ce que ça fait, c'est que ça demande du travail pour les producteurs qui n'ont pas toujours le temps. Autre haie qui a été faite à Sainte-Séraphine, dans la région de Nicolet, vous avez des haies de peupliers hybrides, des chênes. Les peupliers sont là pour la protection à court terme et après ça, ils sont coupés puis on reste avec les chênes. C'était quand même, le chêne rouge réagissait très bien à la compétition du peuplier. Des épinettes aux 3 mètres à Rivière-Ouelle, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre d'arbres à feuilles persistantes dans les haies, surtout quand on est en situation de réseau. Je dirais que la première haie serait constituée de feuillus, mais après ça, on peut y aller avec des haies à feuilles persistantes parce que la question de la neige, la première haie va vraiment attraper plus la neige que les autres après dans le réseau. Mais si vous apercevez qu'avec votre haie d'arbres à feuilles persistantes, vous avez trop de neige, vous pouvez toujours élaguer la base des arbres. Ça va permettre à la neige d'être répartie plus uniformément dans le champ. Je reviens sur cette diapo-là. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, on avait mis l'épinette de Norvège, qui est la moins résistante au vent, c'est la plus dégarnie. Vous l'avez à gauche. Vous avez l'épinette bleue, on voit les épinettes qui sont bleues. L'épinette du Colorado, parce qu'elle est assez résistante au sel, le déglaçage, c'était pas loin d'une route. Puis on avait l'épinette blanche, qui est sans doute celle qu'on préfère dans les haies brise-vent. Les rangées d'arbustes aux 2 mètres, ça peut être intéressant lorsqu'on protège de petites surfaces comme des fraisières, des bleuetières, quand l'aspect pollinisation est important, puis quand on veut produire des petits fruits. Ça, c'est des exemples. Ici, une haie qui protégeait des cultures de fraises à Saint-Roch-des-Aulnay. Vous avez en bas, en haut à gauche, avant le recépage des saules, vous voyez, les saules dépassent beaucoup les physocarpes. On a recépé parce qu'il faut, à tous les 5 ans, on recèpe les saules. Puis, la biomasse, on la remet dans le champ tout simplement. Là, on ne la récolte pas ici. C'est pas suffisant. Puis vous avez les physocarpes qui sont des arbustes plus foncés en bas. Vous voyez, c'est un brisement qui était bien correct parce qu'il était situé sur une ligne de transport des hydroélectriques, une ligne de distribution d'électricité. Ça fait qu'il ne montait pas plus que la bonne hauteur pour ne pas créer des problèmes au niveau des fils électriques.
Des feuillus arbustes, c'est intéressant quand on veut combiner l'effet des deux premiers modèles. Moi, c'est un modèle que je n'haïs pas, ça ici. En fait, c'est un modèle qui est tiré d'expérience française. Vous avez des arbres de Auget qui sont espacés aux 8 mètres, entre lesquels on va insérer des arbustes buissonnants, puis des petits arbres ou des grands arbustes entre les deux. Par exemple, le bouleau blanc pourrait très bien s'insérer entre 2 chênes ou entre des chênes et des érables ou des tilleuls. Le bouleau blanc, moi, j'aime cet arbre-là, même si lamineuse, tout ça, je le coupe au bout de 20 ans, ça fait du bois de chauffage. Ça peut avoir un certain intérêt, mais il y a d'autres espèces comme l'ostrier de Virginie qui pourrait aller là aussi. Ça, c'est sans fin, là. Je pourrais vous en parler pendant des jours. Exemple ici d'une haie de feuillus d'arbustes dans les terres noires à Sainte-Clotilde. Ici, c'est 2 exemples de haies, arbustes et à droite, vous avez du rosier rugueux en différents feuillus. À gauche, vous avez du physocarpe et du sureau blanc. Protection des bâtiments et des animaux. La porosité hivernale qu'on recherche, c'est 50 %. Ça nous prend on veut briser le vent durant l'hiver aussi. On veut réduire le vent. Puis, on va laisser une zone de 30 à 60 mètres entre la haie la plus au vent et la cible à protéger pour permettre à la neige de s'accumuler. Exemple de densité, là, ça peut ressembler à ça. 3 exemples de haies qui ont été faits ici dans la Beauce par Marie-Christine Gauvreau. À gauche, c'est en haut à la plantation, 2 ans après la plantation, puis 9 ans après la plantation, en bas. Des modèles à 3 rangées. Moi, j'aime beaucoup quand on a plus qu'une rangée. Ça nous permet d'introduire plus de végétaux. Ça nous permet aussi de renouveler la haie sans perte de protection. Ça, c'est un exemple un autre exemple ici qu'on a à Saint-Roch-des-Aulnaies de 3 rangées. Le producteur est très, 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 très satisfait parce que là, il n'y a plus besoin de mettre des clôtures à neige pour protéger son chemin. C'est un exemple de porcherie ici dans le coin de Guelph. On a planté une peuplier hybride. En fait, c'est du peuplier deltoïde au centre avec une rangée d'épinettes près du champ parce qu'il y a moins de compétition, puis une rangée d'arbustes. Au bout de 15 ans, on va couper le peuplier. Les 2 autres rangées vont prendre la relève. Le peuplier hybride est rapide, mais c'est surprenant comme les autres arbres peuvent être assez rapides aussi. Au fil des ans, on a réalisé, par exemple, on a ici des chênes ici à Saint-Pascal de Kamouraska. Au bout de 10 ans, vous voyez, moi, je mesure à peu près 5 pieds 8 pouces. Fait que c'est quand même intéressant, là. Le peuplier, le problème qu'on a, c'est souvent les producteurs, ils le trouvent tellement beau qu'ils ne veulent pas le couper au bout du temps, au bout de 15 à 20 ans. Ça fait que ça nous crée des problèmes. C'est parce que ça va nuire aux 2 autres rangées, puis là, on n'obtiendra pas ce qu'on voulait finalement. Les végétaux, il faut que ce soit adapté au sol, au climat. On insiste maintenant sur une diversité, au moins 3 genres dans une rangée d'arbres, puis 4 genres quand c'est des arbustes. On veut des espèces le plus souvent à valeur ajoutée, c'est ce qui est intéressant aussi, on l'a vu tantôt. Puis on veut réduire au maximum l'interaction avec les cultures et les opérations culturales. Si vous protégez des cultures, par exemple des bleuets, des cultures de petits fruits, on ne va pas introduire des rosacées pour pas qu'il y ait de transmission de maladies de notre haie aux cultures à protéger. Le choix de l'emplacement, on veut réduire les pertes d'espace cultivable au maximum, donc on va s'installer le long des fossés, le long du chemin de ferme, puis on fait très attention aux drains. On vous rappelle, 9 mètres dans les sols minéraux, c'est une distance qui va être intéressante. Si vous avez peur des drains, puis si vous n'avez pas le choix de vous installer près d'un drain, on peut installer autour du drain un géotextile qui empêche les racines d'aller dans les drains. L'implantation, on parlait plus rapidement, préparation. On maîtrise très, très bien là, depuis 35 ans qu'on en fait les étapes là, de préparation de sol, des plantations, fauchage, nivellement, sous-solage, travail primaire, déroulage, semi de couverture. Première étape, souvent, c'est le fauchage parce que c'est ça. Ensuite, on va faire le labour. Puis après ça, on va. Amendement organique et fertilisation, c'est extrêmement rare que j'ai besoin de faire ça dans les sols agricoles. Mais ça peut arriver, par exemple. Puis souvent, on va privilégier le compost à raison de 20 tonnes par hectare. Puis il faut naturellement respecter la réglementation si on est en bordure des cours d'eau. Après ça, on va passer un rotoculteur, puis on va installer notre pays. Là, actuellement, on travaille pour avoir des pays plastiques biodégradables. Ça fonctionne bien avec les cultures annuelles, mais quand on est des cultures, pour les haies, ça prend généralement de 2 à 5 ans avant que les arbres prennent le dessus, c'est selon la rapidité de croissance des arbres. Fait qu'il faut trouver des pays qui soient capables de faire la job, comme on dit, aussi bien que ce pays-là qu'on utilise, qui est un pays non biodégradable. Fait qu'on on est sur le point de trouver quelque chose.
Quand vous installez votre pays, c'est un bon travail du sol, c'est primordial, sinon vous allez avoir énormément de difficultés, ça peut donner quelque chose comme ça. Puis la personne qui a fait ça s'en souvient très, très bien. Tout est nouveau. On avait un peu négligé la préparation de terrain ici. Il faut que le sol soit meuble comme une terre à jardin quand vous déroulez le pays. Ensuite, on introduit au travers du pays l'arbre. On met une collerette. Pourquoi une collerette? C'est un petit carré qui empêche les mauvaises herbes de pousser à la base de l'arbre. Ensuite, vous avez ici votre plantation qui est faite. Puis entre les rangées, on peut mettre un semis de couverture pour éviter que ça pousse trop vite le gazon. Vous avez ici des paillets individuels. Ça arrive souvent qu'on met des paillets individuels. C'est une bonne méthode aussi, mais il faut que le pays soit suffisamment grand. Je vous conseille des pays 1,2 m par 1,2 m. Quand on fait la plantation, il y a toujours plein de monde. Mais quand on fait l'entretien, on est tout seul. Ça, c'est souvent le cas. Ça, c'est une année qui avait 1 an à peine là, dans les terres noires du sud de Montréal en 87. Je viens de vous dire que ça pousse. Il faut vraiment s'occuper du désherbage. D'ailleurs, c'est des différentes activités d'entretien, j'y arrive. Désherbage, remplacement des arbres morts, dépistage, protection contre les rongeurs, taille et élagage. Vous avez un exemple ici de noyer noir dans le sud de l'Ontario que j'avais visité une plantation. En haut à gauche, c'est des noyers noirs de 4 ans. En bas à droite, c'est des noyers noirs de 4 ans aussi. Dans un cas, on a juste passé la tondeuse à côté des arbres. Dans l'autre cas, on a désherbé complètement chimiquement pour pas qu'il y ait de couvert herbacé. C'est important de désherber totalement la base des arbres sur 1 mètre carré, surtout pour les feuillus exigeants en eau. Vous voyez la différence de hauteur. Puis quand on a recommencé à désherber, les arbres ont commencé à pousser comme vous. Quand on a un pays, par contre, on a juste besoin de faucher de chaque côté. Ça assure c'est intéressant parce que c'est moins d'ouvrage. Pour protéger contre les campagnols, les mulots, puis contre les chevreuils, on va installer... contre les campagnols, en fait, on peut mettre une peinture répulsive, on peut installer un grillage en plastique. On peut aussi faucher à l'automne de chaque côté du brise-bas. Ça aide, ça réduit l'abri pour les mulots. Ça permet aux oiseaux de proie de mieux les voir, entre autres, leurs prédateurs. Mais si vous installez cette collerette en plastique, là, cette bande de plastique qui est trouée, c'est important d'aller soit vous l'enlevez à chaque année, soit que vous allez, à chaque printemps, vous allez, avec votre doigt, dégager pour pas que ça serre trop. J'ai vu des arbres annelés par ces trucs en plastique-là. Puis, moi, j'ai des érabasseux ici qui ont été mangés après 10 ans, qui avaient un très bon diamètre, mais quand même, ils ont été mangés. Donc, la protection, ça dure assez longtemps qu'il faut contre les campagnols. Dans certains cas, j'en mets même pas. Ce que je fais, si ça arrive, je recette mon arbre, puis il va repartir. Protection contre les chevreuils, c'est vraiment une problématique importante dans le sud du Québec. Donc, soit que vous installez des protecteurs comme le climatique, celui qu'on recommande, 120 ou 180 cm, avec 2 bâtons pour bien le tenir. Ou vous plantez des baliveaux, c'est-à-dire des arbres plus gros. Ça va vous coûter beaucoup plus cher à la plantation, mais au bout du compte, je ne suis pas sûr qu'on n'est pas gagnant parce que c'est beaucoup de travail d'installer, d'enlever les protecteurs à chevreuil. C'est pas juste qu'on installe ça, il faut retourner durant l'été pour aller souvent, ça tombe, tout ça. Installer des grands arbres, on calcule, c'est quasiment 10 fois plus cher, mais au bout du compte, on est peut-être gagnant. Ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va peut-être espacer plus nos arbres que ce qu'on ferait dans une plantation avec des plus petits arbres. La taille et l'élagage, on vise une taille de formation pour avoir un arbre droit et solide. On vise l'élagage aussi. L'élagage permet d'obtenir du bois sans nœud si on vise d'avoir des bois de valeur. Ça vise à mieux répartir l'accroissement en diamètre, favoriser la croissance des arbres qui poussent à côté, puis beaucoup limiter l'empiètement des branches dans les champs de culture. Ici, c'est un exemple de taille de formation. Ça va se faire avec un petit sécateur. Je vous montre ça parce qu'on a un avantage à travailler avec des petits outils. On peut laisser les branches, on coupe des petites branches, mais plus on intervient souvent, je dirais tous les 2 ans, plutôt qu'intervenir juste une fois. Puis là, à ce moment-là, ça prend quasiment une scie à champ. Aussi, un exemple d'élagage des branches qui s'étendent dans le champ. C'est très important, ça, pour limiter les pertes d'espace cultivable. Au lac Saint-Jacques, c'est un exemple de taille mécanisée. Je ne suis pas
très fervent de ça. C'est plus rapide, mais souvent, ça crée des blessures qui peuvent plus endommager, mettre les arbres, créer des problèmes de maladie parce que la branche n'est pas coupée au ras du tronc. La taille des arbustes, lorsque vous voyez que vos arbustes montrent d'un signe de perte de vigueur ou qu'ils empiètent trop dans les champs, on conseille un rabattement 5 cm au-dessus du sol avant la reprise de la végétation au printemps. La fréquence de rabattement varie selon les espèces. Là. Je sais que pour les sureaux et les saules, 5 ans, c'est pas trop. L'implantation, ça va coûter autour de 2 à 4 $ avant les végétaux. Ça, c'est variable. Là, je vous parle de quand vous installez des petits arbres. Les arbres, ça peut coûter de 2 à 8 $ l'unité, même chose pour les arbustes. Mais pouvez être subventionné de 60 à 10, 70 90 par le prime vert si vous êtes producteur agricole et que vous avez un IM. À ce moment-là, ça vous prend un plan d'accompagnement agro-environnemental qui stipule que vous avez besoin de brisants. L'entretien, c'est quand même assez dispendieux, c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Il ne faut pas le négliger, ça c'est bien important. Vous avez du désherbage 2 fois par année, mais ça peut être plus que ça selon les régions. Remplacement des arbres morts, protection contre les brouteurs, taille de formation à 1 à 3 mètres, taille de formation 3 à 5 mètres, l'élagage. Vous avez le tableau des coûts ici, je n'ai pas beaucoup de temps pour en discuter, là, mais ce qui est nouveau et qu'on réclamait depuis des années, c'est que ce soit subventionné aussi par le programme Prime Vert, puis on est content maintenant que ce le soit. Encore là, pour être subventionné, il faut que vous soyez producteur agricole, que vous ayez un plan d'accompagnement environnemental qui stipule que vous avez besoin d'une taille et d'un remplacement des arbres morts. Le fauchage n'est pas subventionné. La protection contre les brouteurs est subventionnée à l'implantation. Nous, on a développé chez Bioptère avec d'autres partenaires un outil de simulation des pratiques agroforestières. Notre intérêt, c'était de déterminer c'était quoi le délai de récupération, puis la valeur actualisée nette de nos aménagements, qu'est-ce que ça rapportait au niveau des cultures, des cultures ou des protections de bâtiments. Ça nous permet, ce logiciel-là aussi, de calculer la quantité de carbone qui est séquestrée après 40 ans. Parce que je vous le dis, s'il y a un aspect qui peut être intéressant au niveau de revenus pour le producteur, ça va être de rentabiliser, de payer pour la séquestration de carbone. Le délai de récupération, il varie beaucoup. Là, ça dépend d'un paquet de facteurs, je vous dirais. Le plus important, il y a la perte d'espace cultivable, puis aussi les revenus que va vous procurer votre haie, par exemple. Parce que si vous êtes autour d'un bâtiment d'élevage, généralement, les délais de récupération sont plus grands parce que vous sauvez au niveau des coûts de chauffage et des coûts de déneigement. Au niveau des cultures, ça dépend des cultures. Si vous avez des cultures très sensibles au vent, bien, votre délai de récupération risque d'être beaucoup plus bas que 37 ans. Ce que j'amène à dire, si vous avez un revenu qui est lié au carbone, qui est donné généralement à l'an 0, qui est donné avant que les gens implantent la haie ou au moment qu'ils l'implantent, bien là, à ce moment-là, ça fait baisser le délai de récupération très rapidement. Puis ça permet de justifier finalement l'implantation de la haie. En conclusion, les avantages des haies sont reconnus. Il y a toujours des nouveaux avantages qu'on apprend à connaître au fil des ans. Les techniques d'implantation sont maîtrisées, quoique on recherche encore un pays biodégradable qui ait la même efficacité que les anciens pays. Le choix des végétaux, c'est évolutif. Moi, quand j'ai commencé, je recommandais fortement le frêne. Vous voyez ce qui est arrivé avec le frêne. Avec la grille, ça nous a changé. Puis là, on recommande beaucoup du chêne, mais là, il y a des problèmes qui s'en viennent avec le chêne aussi. L'entretien, les producteurs n'ont pas vraiment le temps de faire ça, mais il faut mettre en place des équipes régionales qui ont les équipements, l'expertise pour le faire. Puis il faut beaucoup valoriser l'espace occupé par la haie. Puis la voie de rétribuer pour le carbone séquestré nous apparaît comme une voie très, très intéressante. Puis il ne faut jamais négliger que ça prend des arguments économiques pour convaincre les propriétaires d'installer des haies parce qu'eux, naturellement, c'est comme n'importe qui, là, ils ont besoin d'avoir des arguments qui touchent à leur portefeuille, ça les fait réagir un petit peu plus. Ça termine ma présentation. Je suis ouvert si vous avez des questions. Merci beaucoup, André. Une présentation très, c'est beau ça, très riche en informations. Moi, j'apprécie beaucoup le fait que tu amènes beaucoup de données scientifiques. Là. C'est des choses qui sont bien documentées, bien quantitatives. Comme je dis, beaucoup, beaucoup d'informations.
Il y a des questions, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui se font par rapport au choix des espèces. Tu en as parlé beaucoup. Il y en avait une, entre autres, justement pour le frêne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que le frêne est moins? Là, tu parlais du chêne. Est-ce qu'il y a d'autres espèces qui peuvent bien remplacer le frêne maintenant j'imagine qu'on ne l'utilise plus dans les haies? Oui, ben en fait, ce qui est intéressant actuellement, c'est que le programme Prévert permet de remplacer, quand tu es producteur agricole, permet de remplacer les frênes. Il y a des frais, en fait, il y a des subventions pour ça. Ben, moi, je les remplace. Écoute, j'utilise le mélèze laricin, par exemple. Je trouve intéressant. Hein, les chênes rouges, les chênes à gros fruits, d'autres espèces. Ça dépend où est-ce qu'on est situé naturellement, là, qu'on va utiliser. Des fois, si je ne suis pas trop au vent, je vais utiliser des érables à sucre, des érables rouges, des tilleuls. Il y a quand même des possibilités d'être remplacé, mais c'est sûr que le frêne, c'était une espèce extraordinaire, très résistante au vent. Okay. J'utilise aussi le bouleau blanc, comme je vous dis, mais toujours dans la mentalité de dire que je ne garderai pas 50 ans mon bouleau blanc. Ce qui est intéressant pour l'avoir déjà fait, tu coupes ton bouleau blanc puis il va se recéper naturellement. Puis là, tu choisis la plus belle tige puis tu repars sur cette tige-là. Okay. Là, on regarde beaucoup pour des essais de la forêt carolingienne à cause du réchauffement climatique qu'on va pouvoir introduire dans nos haies. Mais là, je vous dis, on est à l'étape d'essai aussi. Fait que je ne veux pas trop me mouiller. Là. Tu as mentionné le chêne, tu as mentionné qu'il y avait peut-être un problème de chêne, mais tu n'as pas donné de détails. À quoi tu non, faisais parce que, référence? écoutez, ça vient d'ouest, ça vient de l'Ontario, là, qui commence il y aurait une maladie ou un insecte qui s'attaque aux chênes. Mm-hmm. Ça me rappelle quand j'ai travaillé dans les années 2000 en Ontario, puis il me disait, le frêne, il y a de la grille qui s'en vient, puis dans ce moment-là, on n'avait pas ici. En fait, ce qu'il faut, là, c'est d'avoir une diversité de végétaux. Ça prend dans une installation, dans un aménagement, ça prend des valeurs sûres, des choses que vous allez être certain que ça va bien pousser, du moins à court terme. Là. Puis à l'intérieur de ça, vous pouvez insérer des arbres moins sûrs que vous voulez, dont vous voulez faire l'essai. André, pour le commun des mortels, quand on parle de haies, on parle des haies de cèdre. Ouais. C'est vrai que la haie de cèdre, c'est la haie la plus commune, pas parce qu'elle est beaucoup installée en. Mais l'origine des haies, là, au départ, au Moyen Âge, là, il y avait une fonction défensive. Les gens installaient ça parce que les armées se promenaient à cheval ou à pied. Puis ça bloquait, ça permettait de concentrer, là, finalement. L'armée n'avait pas le choix de passer par un endroit, à moins qu'ils brûlent les haies. Là. Mais c'était d'abord ça. Puis la haie de cèdre en ville, ça a un peu cette fonction là, de couper avec le voisin. Mais moi, j'ai fait des haies de cèdre, mais pas du tout semblable à ce qu'on voit généralement où des cèdres sont plantés à tous les 30 cm. Là. Je les plante aux 3 à 4 mètres. Puis le cèdre, c'est un arbre qui est merveilleux lorsqu'on lui laisse prendre sa forme. C'est une très belle forme. Si j'avais la caméra, je pourrais vous montrer. J'en ai juste à côté de la maison. Là. J'ai laissé aller mes cèdres. C'est vraiment de toute beauté. Mais c'est des haies trop denses, par exemple. Mais c'est des haies qui ont quand même une certaine utilité autour des bâtiments. OK. Il y a une question concernant un choix d'espèce, par exemple, pour protéger un rucher. Ah. Est-ce que ben, il faudrait demander qu'est-ce qu'il veut comme protection. Là. Si c'est des arbres pour la pollinisation, à ce moment-là, il pourrait opter pour du tilleul, le robinier, par exemple. C'est des arbres qui sont très mellifères. Donc, ça peut être intéressant d'y aller avec des espèces mellifères à ce moment-là. Le caragana, là, il faudrait que je regarde dans mes tableaux d'espèces, là, mais si le rucher a besoin d'une couverture de neige durant l'hiver, je ne sais pas. Je ne connais pas assez la production. D'habitude, ce que je fais, je demande aux gens, qu'est-ce que vous voulez protéger? Qu'est-ce que vous voulez? Si dans ce cas-là, si pour un rucher, si c'est pour avoir des arbres et des arbustes mellifères, ça, à ce moment-là, on en plante. Il y a une question concernant aussi le fait que pour protéger avec le problème de drain, est-ce qu'il n'y aurait pas des espèces qui auraient un enracinement vraiment peu profond qui permettrait de surmonter ce problème-là potentiel? Ben, c'est parce que les drains, normalement, c'est installé dans le sol autour de 1 mètre, 1 à 1,5 mètres dans le sol. Je vous dirais que le peuplier, il est réputé pour être une superficielle, puis le saule aussi. Puis dans les terres noires, par exemple, on a vu que ça se déplaçait pour aller chercher des drains. Là. Donc, je vous dirais que
la distribution des racines dans le sol, ce qui est certain, c'est que ça varie selon les sols. Dans l'argile, les racines vont moins s'étendre loin, peut-être parce qu'ils trouvent l'eau plus rapidement. C'est plus difficile pour les racines de circuler. Dans les sables, ça peut aller 2 à 3 fois plus loin les racines. Puis si vous travaillez, parce que si on travaille le sol aussi, peut-être les racines peuvent à ce moment-là un peu chercher à aller un peu en dessous du labour. Okay. Mais c'est une bonne question. Mais moi, je ne prends pas de chance. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut vraiment, dans les secteurs névralgiques où ce qu'on a vraiment peur, il existe des géotextiles, la compagnie Soleno, je ne peux pas la nommer, là, qu'on peut installer autour du drain. Puis il y a aussi, ce qui est une pratique qui est recommandée dans les sols minéraux, c'est d'installer un matériel filtrant autour du drain. Puis quand les racines arrivent, à ce moment-là, ils rencontrent de l'air puis ils arrêtent. Ils ne se rendront pas dans le drain. Je revenais sur un autre, parce que tu as parlé beaucoup concernant le milieu agricole, mais il y a quelques années, puis on entend encore il y a des grands carambolages qu'il y a sur les autoroutes qu'on entend en plein hiver, puis qui disent que des fois, ça arrive non pas lors d'une tempête, mais lors des vents qui amènent là, de la neige sur la route, puis qui forment. Puis là, moi, j'ai entendu parler d'eau qui allait installer là, des haies pour ça, puis tout ça. Mais en fait, le ministère des Transports a été quand même, je vous dirais, depuis 30 ans, assez actif. Ben, pas partout, mais ici, en région, nous autres, entre Québec et la Pocatière, il y a des arbres partout. Là. C'est le bord du chemin. Ça a fait une grosse différence. Une grosse différence. Le problème qu'il y a, je vais vous dire, c'est qu'il y en aurait un besoin incroyable encore. Parce que la plupart des routes nord-sud, en milieu agricole, il y a une problématique. Des fois, c'est surprenant. La problématique, elle vient, mettons, vous avez un boisé suivi d'une zone dégagée. Fait que là, les gens, ils roulent assez vite dans le boisé parce qu'il n'y a pas de vent. Là, ils arrivent dans la zone dégagée, là, ils se plantent. Puis, il y a eu des accidents comme ça. On a eu beaucoup de cas d'accidents qui ont été documentés. Puis, ce que tu disais, c'est tout à fait vrai. C'est pas durant la tempête qu'il y a les problèmes d'accident parce que durant la tempête, les gens, soit qu'ils sortent pas, OK, ou soit qu'ils vont pas vite. Mais c'est lorsqu'il fait le système anticyclone arrive le lendemain, ben là, les vents d'ouest, les vents du sud-ouest se lèvent, puis là, ça crée une petite neige sur la chaussée, ça devient glissant. Mais ça, c'est facile à résoudre le problème. Facile. Au niveau technique, aucun problème. On est capable avec des brisements, puis rapidement à part de ça. En dedans de 5 ans avec les espèces qu'on peut utiliser. Le problème, c'est qu'il faut planter ça souvent chez des. On ne peut pas planter ça dans l'emprise de la route parce que c'est trop près de la route. Sinon, on va accumuler de la neige sur la route, c'est pas ça qu'on veut. Il faut mettre ça à 30 à 60 mètres de la route. Vous comprenez? Puis là, ben, il faut s'entendre avec les propriétaires des lots adjacents à la route. Puis ça nécessite quand même une certaine gymnastique. Oui, je devine. Comme dernière question, on arrive bientôt à la fin. Comme dernière question, André, tu as donné beaucoup, beaucoup d'informations, mais est-ce qu'il existe un guide, un tableau, quelque chose sur lequel les gens peuvent consulter pour choisir leur espèce selon la fonction qu'ils veulent ou selon... est-ce que tu as quelque chose à conseiller comme documentation là, qui pourrait être... Dans ma présentation, il y avait un site web qu'on a fait pour la protection des bâtiments d'élevage, www.ecan.ca. Je l'ai mis dans... Je ne sais pas si vous allez avoir la présentation. On va le mettre sur nos réseaux sociaux de la SQP pour ceux qui sont intéressés. Actuellement, au niveau du CRAAC, on travaille avec Alain Cogliastro, que tu connais bien. On est en train d'écrire un guide sur l'agroforesterie, dont une partie importante, ça va être sur les haies. OK. Ça ne touchera pas les haies en bordure des routes. Au niveau des haies en bordure des routes, là, je suis en train d'écrire quelque chose, mais j'ai pas encore. Ça va être pour le ministère des Transports. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. Est-ce que ça va être publié à grande échelle? Je ne le sais pas. J'attends des nouvelles du ministère des Transports, mais sinon, il y a quand même plusieurs guides. Si vous allez sur Internet et vous tapez haies brise-vent, on en a fait pour la réduction de la dérive de pesticides, on en a fait pour la protection des bâtiments d'élevage. Fait que je pense que si vous googlez un petit peu, parce que ce serait difficile pour moi de vous donner toutes les références. Là. Ben, si tu as quelques références préférées, tu nous les feras parvenir, puis on les mettra sur nos réseaux sociaux pour le bénéfice des gens. Oui, je suis désolé on n'a pas pu répondre à toutes nos questions, là, comme ça arrive souvent, mais on arrive à la fin à 11 heures. Alors, André, merci beaucoup encore pour cette très, très intéressante conférence. Puis, moi, chers participants, j'espère que la conférence vous a plu autant qu'elle m'a plu à moi.
Vous devriez recevoir demain, j'imagine, par courriel, une invitation à répondre à un sondage concernant le webinaire d'aujourd'hui. Puis je vous invite fortement à y répondre parce que ça nous aide à améliorer l'organisation de nos activités. Pour nous aider aussi à organiser d'autres activités, je vous invite à ceux qui ne sont pas déjà à devenir membres de la SQP. En étant membre, ben, vous pouvez profiter de plusieurs bénéfices. Vous avez un accès exclusif à certaines publications scientifiques et professionnelles, incluant un bottin des entreprises là, du secteur des phytotechnologies. Vous avez un accès exclusif aux présentations passées de nos webinaires ou des présentations PowerPoint de nos colloques. Donc, ça, c'est pour les membres seulement. Fait que si vous avez manqué un webinaire cet automne ou cet hiver, ben, vous pouvez aller le voir. Puis, vous avez un rabais sur l'inscription de notre colloque annuel. Puis, outre ces bénéfices-là, bien, avec l'argent de votre cotisation, vous aidez la SQP à remplir sa mission. Votre argent sert à organiser des activités, des sorties, des webinaires, à produire des fiches techniques qui font la promotion là, des différentes phytotechnologies, à maintenir notre site web, à la production des infolettes, nos réseaux sociaux, puis bien, à faire la promotion des phytotechnologies, donc à mettre plus de verdure dans nos villes, puis améliorer l'air, l'eau, puis réduire les îlots de chaleur, puis l'érosion des sols. Mais que vous soyez membre ou non, je vous invite tous à notre prochain webinaire qui va porter sur la stabilisation des berges végétales.